Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, samedi 2 septembre, le mercato est enfin terminé, place au terrain, le rectangle vert avec Randal Kolo Muani sous nos couleurs bien évidemment. J'ai préféré me coucher hier soir et me lever tôt ce matin pour faire un récap total de ce dossier complètement fou, une journée très éprouvante hier, que ce soit pour les supporters, difficile de suivre tout ça, et bien évidemment pour le club qui a travaillé jusqu'à tard dans la nuit pour boucler le deal et officialiser tout ça comme il se doit parce que c'est un transfert à 75 millions d'euros, à en croire les médias, c'est pas rien, et c'est Randal Kolo Muani, un des top prospects quand même en Europe de la dernière saison. Un dossier qui commence dès le mois d'avril, où Randal apparaît dans les médias, dans cette fameuse volonté de franciser l'effectif, projet un petit peu Île-de-France, on appelait ça comme ça à l'époque, de Nasser, que Nasser nous avait promis juste après la prolongue d'Mbappé en 2022, et qui au final aura été concrétisé un petit peu cette année. Début juin, le dossier prend un coup avec la déclaration de Randal comme quoi il rêve de jouer en première ligue et que pour les natifs d'Île-de-France, c'est pas obligatoire de jouer au PSG, c'est pas une finalité en soi. On lui en veut plus aujourd'hui, parce qu'évidemment, entre-temps, il a quand même fait grève, il s'est quand même déplacé à Paris dès mercredi pour boucler son transfert alors que Francfort jouait ses barrages de Conference League jeudi soir. Et le 5 juin, date à laquelle il fait cette fameuse déclaration, il y avait quand même un certain flou. Je rappelle qu'au sein du club, ce dossier, si on le termine hier soir à 21h, c'est pas pour rien. D'abord, Galtier qui reste en poste jusqu'à la fin juin, voilà, c'est-à-dire que quand Randal fait sa décla, c'est toujours Galtier notre entraîneur, ce qui n'était pas normal à ce moment-là, sachant qu'on savait très bien qu'il allait sauter depuis l'élimination contre le Bayern. Et derrière, bien évidemment, Randal n'a pas eu que des partisans au sein de notre direction. Le premier de ceux qui n'en voulaient pas, je pense que c'est connu aux yeux de tout le monde, c'est Luis Campos bien sûr, qui avec Moussa Sissoko, son agent, n'entretient pas les meilleures relations, puisque l'année dernière, quand il arrive, il fait capoter le deal Ousmane Dembélé libre, en provenance du Barça, et donc cette année Nasser boucle Dembélé Kolo Muani un petit peu dans son coin, puisque début juillet, on apprend que le PSG a fermé le dossier, voilà, est passé à autre chose avec Randal Kolo Muani, et au final, le dossier est réouvert juste après celui d'Ousmane Dembélé début août, puisque les deux partagent le même agent, comme je disais. Tu trouves en 1-2 semaines un accord avec le joueur, et ensuite, avec Francfort, ça traîne, et hier, journée complètement folle. À midi, les deux clubs trouvent un accord à 75 plus 15 de bonus. Condition, Francfort doit trouver un remplaçant. Le mercato allemand termine à 18h. À ce moment-là, ils n'ont pas de remplaçant. Donc, en Allemagne, on fait filtrer dans les médias que le deal a capoté à 100%. Très vite, une heure après, Fabrizio Romano nous dit non, ça n'a pas capoté, le PSG va revoir ça. En France, on fait filtrer que le PSG devrait vendre Ekitike pour pouvoir revoir son offre à la hausse et pourquoi pas acheter Kolo Muani. Là, je me disais, les gars, n'abusez pas quand même. On a mis 300 millions sur le mercato. On vient de proposer 75 millions, mais pour aller jusqu'à 100 millions, il faudrait vendre Ekitike. Bon, là, je me suis dit, c'est mettre la pression sur Ekitike pour pas grand-chose, sachant que, voilà, augmenter l'offre, on peut très bien le faire. Et à 21h, les clubs trouvent un accord. Alors, Tanzi nous dit dans l'immédiateté que c'est à plus de 100 millions. Et juste derrière, hop, il se rétracte et nous dit non, c'est sur le même montant que plus tôt dans la journée. Ce qui a juste changé l'effort du PSG, c'est sur les modalités de paiement. Bon bref, d'abord sur le fait que le mercato allemand termine 6 heures avant les autres mercatos. Évidemment, c'est pas bien malin parce que ça a fait capoter des deals. Palinha qui du coup est retourné à Fulham parce qu'il... tu fais un deal avec un club allemand, le problème c'est que le club vendeur exige d'avoir son remplaçant pour faire partir son joueur. Sauf que comme le club vendeur a 6 heures en plus, il prend tout son temps et à 18h, le deal échoue. Bon, c'est un petit peu idiot, mais avant de penser à 6 heures de décalage entre les mercatos, je pense que la réforme de fond, c'est sur la période mercato en elle-même. 3 mois, c'est beaucoup trop long, quoi. Mais foutez-moi ça sur 1 mois et demi. Début août, c'est terminé. Et on n'en parle plus, tu vois. Parce que là, c'était vraiment très,
très long. Et les clubs en jouent. Les clubs en jouent évidemment parce que dans un mercato, tu seras jamais satisfait. Il y aura toujours quelque chose à redire, un joueur à recruter, une opportunité que tu n'auras pas saisie. Là, en l'occurrence, pour le PSG, c'est au milieu que t'es pas très bien, que tu as quand même quelques regrets qui seront amplifiés si Marco Verratti vient à rejoindre le Qatar, pour qui le mercato se termine le 7 ou le 8 septembre, je crois. Donc il y a encore du temps. Bref. Je pense que les clubs adorent ce genre de deal qui se conclut un petit peu sur le gong, ce genre de... les panic buy, alors Colomani n'en est pas un parce que tu es dessus depuis 3 semaines, mais cette espèce de storytelling qui donne des sensations, des émotions aux supporters, je suis sûr que les clubs adorent ça parce qu'en plus, du coup, ça permet pour eux de passer outre les critiques. Par exemple, Colomani, si on parle très objectivement, si on essaye de prendre du recul, tu peux quand même essayer de le boucler à la mi-août, voilà, et ensuite te concentrer sur un milieu créatif. Au lieu de ça, 31 août, alors que le mec est dans tes petits papiers depuis début avril, c'est ce qui te prend toute ton énergie sur la dernière journée de mercato. Et tu ne recrutes pas de milieu. Voilà. Donc bien évidemment, les clubs en jouent. Voilà. Il faut absolument enlever du temps de mercato, voilà, parce que voilà, c'est un peu fou. C'est à la fois une période que j'aime parce que c'est vrai que voilà, les infos mercato, c'est sûr, ça donne des sensations quand t'es supporter. En plus, en tant que youtubeur, bien évidemment, c'est les moments où tu fais le plus de vues. Mais de l'autre côté, pendant 3 mois, à la fin, c'est chiant, quoi. Moi, par exemple, sur le mois d'août, là, sur la deuxième quinzaine d'août, ouais, ça m'a un peu gavé, quoi. Enfin, dans le sens où c'était un peu toujours les mêmes informations, t'en as marre, les dossiers n'avançaient pas. Bon, bref, ça aussi, c'est propre au PSG, hein. Mettre 3 semaines à boucler un dossier, c'est propre à notre club. Bon, bref, sur le montant. Alors, comme je disais, Loïc Tandy, dans un premier temps, nous dit ah, c'est plus de 100 millions. On se dit bon, ça y est, Nasser a sorti le chéquier, a aligné les zéros. Mais 5 minutes après, Tandy se rétracte et rejoint Fabrizio Romano, qui était un petit peu seul au début à annoncer que non, c'était le même montant que à la mi-journée, 75 millions plus 15 de bonus, donc 90 en tout. On va voir si les bonus sont faciles à atteindre, mais bon, si tu atteins les 90, ça voudra dire que Randall est performant chez toi, donc ce sera forcément une bonne nouvelle. Donc au final, le PSG n'a pas revu son offre à la hausse, à en croire les médias. Attention, évidemment, je demande à prendre des pincettes. Premier point, j'aimerais que l'UEFA exige des clubs une communication très claire sur les montants des transferts. Parce que ça, c'est pareil, c'est sujet à propagande, encore une fois. On sait tous que le foot, c'est politique. Et les montants des transferts, à chaque fois, on se fait avoir. Alors l'année dernière, c'est pas sur le montant qu'on se fait avoir, mais sur la durée. Évidemment, l'exemple parfait, c'est le contrat d'Mbappé, qui s'affiche 2025, pour au final, en septembre, apprendre qu'il y a une option et qu'au final, 1 mois et demi après, il a fait une lettre pour dire qu'il la lèverait pas. Bon bref, cette année, Neymar, 90 millions à Al Hilal. Il y a déjà certaines sources qui nous disent que c'est complètement faux, quoi, qu'on l'a vendu beaucoup moins cher. Et honnêtement, je ne serais pas surpris de voir pendant la saison une information se glisser juste avant un match de Ligue des Champions comme ça pour nous dire « Ouais, non, Neymar, c'est pas 90, mais en fait, c'est plus 60-70. » Ça me paraît très élevé, voilà. Je pense que le PSG en a joué. Et puis surtout, ça paraît complètement fou à dire, mais l'Arabie Saoudite ont surpayé complètement les joueurs en matière de salaire, bien évidemment. C'est comme ça qu'ils les attirent. Mais par contre, en termes d'indemnité, je l'ai toujours dit, à part Malcolm et Matheus Nunes, donc qui signent tous les deux à Al Hilal, le même club que Neymar, club qui a un peu fait des dingueries parce que ils ont loupé Lionel Messi, rappelez-vous, début juin. Et donc derrière, bon, je pense qu'ils ont été pris un petit peu de court et ils voulaient absolument avoir une super team comme les autres. Au final, ils l'ont avec Neymar. Mais malgré ça, les mecs, tu sens qu'ils connaissent le marché. Et il y a très peu de joueurs qui ont été achetés au-dessus de leur valeur marchande. Seko Fofana, 18 millions à Lens, je m'en remets toujours pas en fait. Seko Fofana, 18 millions à Al Nasser, alors que l'année dernière, Lens nous demandait 40 millions au PSG. C'est... Bref. Donc voilà, Neymar 90 millions, je pense qu'il y aura quelques réajustements. Le deal Xavi Simons aussi, ça, Loïc Tandy en avait même parlé publiquement. Il avait dit, au moment donc du deal qui se fait fin juillet, on peut pas parler aujourd'hui. On peut pas parler aujourd'hui parce que diplomatiquement, on peut pas se permettre, voilà, pour le bien du deal, les journalistes ne peuvent pas tout dévoiler au moment du deal. C'est logique, il faut prendre du recul à un moment donné. Mais Tandy a dit, on y reviendra.
Il n'y a pas d'option d'achat pour Leipzig, mais on reviendra sur 2-3 trucs qui sont insérés dans le contrat. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que le club nous a concocté, parce que, pareil, si on prend du recul, bon, on n'est pas des pecnos. On sait très bien que Leipzig, presque sans option d'achat, comme ça, de Xavi Simons, ça paraît un petit peu gros. Voilà. Et donc, hier, 75 plus 15, on va voir si c'est une manœuvre de communication de la part du club, hein, parce que cet été aussi a été beaucoup de communication. C'est ça en fait qui m'a un petit peu dégoûté. Ça a été dingue les gars, je sais pas si on se rend compte, mais quand Mbappé donne son interview à France Football, et ça je suis désolé, je le répète, pour moi, ça c'est vraiment le summum. Moi c'est ce que je retiens de ce mercato, c'est mon anecdote préférée du mercato. C'est quand Mbappé donne son interview à France Football à la mi-juin, dans laquelle interview pitoyable, hein, très individualiste, où il se désolidarise complètement de son équipe, où t'as juste envie de lui dire, mais mec, fais de l'athlétisme, va faire du tennis. Parce que, bah voilà, c'était pas lui, c'est l'équipe qui a le plafond de verre, machin chouette. Bon, bref. Et donc, ce samedi matin-là, quand l'interview sort, 2 heures après, on a RMC Sport et Sky Sport qui, en même temps, nous balancent une information comme quoi il y a 6 joueurs qui ont appelé Nasser directement pour se plaindre de l'interview. Et sur les 6 joueurs, il y a 2 recrues. Bon, bref, sachant qu'à ce moment-là, on avait fait 4 recrues et que sur les 4 recrues qu'on avait fait, il y en avait 2 qui se mariaient ce même jour, Marco Asensio et Milan Skriniar. Donc, en gros, il te restait que Ugarte et Lucas Hernandez qui est très proche d'Mbappé en équipe de France. Bon, bref. Alors ça, c'est vraiment l'anecdote du siècle. Hein. En termes de communication, je pense que le club ne pourra pas faire pire en matière de je prends mes supporters pour des cons, bien évidemment. Alors après, c'est pas Nasser lui-même, hein, évidemment, hein, ce sont des mecs qui parlent au sein du club, hein, attention, hein, c'est des mecs qui sont là dans l'environnement, qui pullulent, qui n'ont certainement pas de fonctions attribuées, qui sont d'ailleurs peut-être même pas rémunérés par le club, qui ont peut-être des fonctions annexes auprès du Qatar, auprès de Nasser, dans les nombreuses instances dans lesquelles il est, Beansport, le Padel par exemple, bon bref, en tous les cas, on nous prend bien pour des abrutis finis. Donc j'ai hâte d'avoir quelques précisions. Je prends du recul, disons, sur le montant du transfert. Voilà. Même si, dans les médias, on a précisé que le PSG, s'ils n'ont pas augmenté leur offre, ont fait un effort sur les modalités de paiement. Bon, l'issue est heureuse, mais qu'est-ce que Francfort nous aura bien embêté. Merci Randall d'avoir tout fait. Je pense que, pour le coup, là, on a quand même un joueur qui a eu son impact sur le deal. Je pense que sans sa grève, sans sa prise de parole publique, en privé, il a dû forcer comme pas possible. Donc merci à lui pour ça, parce que je pense que sans ça, le deal, on le faisait pas. Même si la grève, comme je le disais dans une précédente vidéo, je valide pas forcément, j'aurais pas aimé en fait qu'un joueur parisien fasse ça pour quitter le PSG. Donc, je valide pas forcément le fait de ce genre de manière de faire très coercitive. Mais au final, ça marche. Et au final, peut-être que c'est ce qu'il fallait, en fait. Face à des dirigeants allemands, bon, qui nous ont bien pris pour des cons, jusqu'au bout, avec leurs histoires de remplaçants qu'ils ont cherché qu'à moitié de plan B. Et au final, bien sûr qu'ils ne peuvent pas se passer de 90 millions. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas s'asseoir dessus. Ça aurait été une dinguerie. À la limite, un club anglais, bon... Quand je voyais West Ham refuser des 100 millions d'euros pour Rice, quel club autre a refusé des offres complètement dingues? Mais Caicedo, je crois, Brighton, qui refuse des 93 millions. Tu te dis, mais c'est craquage total, les mecs qui refusent. Et au final, ils ont raison. Ils refusent des sommes complètement folles. Et au final, les clubs en face surenchérissent. Mais par contre, pour un club allemand, oh, ça m'aurait paru un petit peu dingue, en fait, hein, de refuser ça, de s'asseoir dessus. Bon, bref. Au final, bon transfert. C'est pas notre argent, j'ai envie de dire. Ça c'est mon mot, là. Ces derniers jours, c'est mon mot. Le club a tellement dépensé sur le mercato. Enfin, je sais pas si on se rend compte. Quasiment 400 millions d'euros cet été, quoi. 350 patates. Je sais pas si on se rend compte. Et donc, ça a complètement changé tous mes plans. Moi, je pensais que cet été, on allait un peu avoir le fair play financier avec nous. De l'autre côté, on sait très bien qu'au PSG, le problème n'a jamais été les indemnités de transfert, mais la masse salariale. Et au final, en avril-mai, quand je disais oui, je m'attends à un mercato plutôt calme avec un PSG qui aura des restrictions, je pensais pas qu'on allait autant dégraisser, quoi. Parce que de l'autre côté, tu vends... Alors, si Verratti part, ça fera 215 millions de ventes. 215 millions,
Enfin, c'est complètement dingue. Et puis sur la masse salariale, tu as déjà économisé 150 patates, si ce n'est 200 en brut. Donc évidemment, c'est énorme. Et ça va faciliter la vente de capital que le PSG veut faire depuis un certain temps. Il y avait des Américains sur le coup, bon bref. Parce qu'évidemment, pour vendre au niveau du capital, bah, c'est mieux d'avoir une masse salariale allégée. Hein, parce que 700 millions de masse salariale, je sais pas quel Gugus se serait aventuré là-dedans, mais il faut savoir, les gars, que à part un État, un fonds souverain, personne ne peut se permettre d'avoir une telle masse salariale, bien évidemment. Hein, dans le foot, c'est complètement inédit ce qu'on a vécu l'année dernière. Bon, bref. Alors, bon, Colomani, on y reviendra un peu plus tard sur le profil, hein, la polyvalence, le fait que ce soit quelqu'un qui va électriser tes matchs. Je pense que le club le voit comme un joueur axial, puisqu'ils ont fait et Colomani et Barcola, qui lui, pour le coup, est un vrai joueur de côté. Donc je pense que Colomani est vu un petit peu, alors, au maximum, comme le remplaçant de Mbappé, numériquement, au minimum, comme le concurrent de Gonzalo Ramos. Et bien évidemment, enfin, moi, je peux que me réjouir de la concurrence, je suis désolé, mais les gens qui disent ouais, je comprends pas pourquoi t'as signé Gonzalo Ramos 65 millions, tu lui mets Colomani dans les pas. Enfin, ça, je comprends pas du tout, quoi. C'est les grands clubs. City fait docu à 60 millions, quoi. Je suis désolé, sur ton banc, il faut évidemment être armé. Et là, c'est complètement inédit sous l'RQSI, le banc qu'on a en attaque. En attaque, parce qu'au milieu de terrain. Mais bon, comme je le disais hier, on va se plaindre du banc dans plein de futures vidéos, les gars. Ne vous inquiétez pas. Vous pouvez compter sur moi pour mettre en avant là où le club a merdé cet été. Mais pour le coup, en attaque, faut avouer que, à un moment donné, si tu veux gagner un match, c'est toujours mieux de faire rentrer des attaquants à la 60e. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, je pense que le PSG va avoir une mainmise inédite sur son coaching en cours de match à l'échelle de l'RQSI, tout simplement. Voilà, on n'a jamais eu ça, quoi. Enfin, ça va changer de l'année dernière où tu fais rentrer qui contre le Bayern? Enfin, si, tu fais rentrer Mbappé en cours de jeu, mais comme il est blessé, enfin, tu as un dilemme Carlos Soler et Ekitike pour titulariser. Et puis bon, là, ces derniers temps, tu fais rentrer le tandem Carlos Soler-Fabian Ruiz. Bon, bref, dans tous les cas, là, voilà, c'est toujours mieux de faire rentrer un Barcola, rajouter par exemple un offensif si tu as besoin de courir derrière un score. Bon, bref. J'aimerais revenir, pour terminer, sur Ekitike. Ekitike parce que, au final, il reste. Alors évidemment, c'est pas bon du tout, hein, parce que je sais pas quel temps de jeu il va avoir, et je pense que le club va un peu le mettre au placard, même si Luis Enrique semble l'apprécier. Ekitike parce que, au moment, là, à 18h hier, où le deal semblait terminé, capoté, beaucoup s'en sont pris à Ekitike et en ont fait le bouc émissaire parce qu'il a refusé d'aller à Francfort. Il a refusé 3 offres de contrat de Francfort, dont la dernière qui a été augmentée significativement en matière de salaire, sans pour autant être égal à ce qu'il touche actuellement au PSG. Moi, les gars, je suis désolé. Alors, je sais pas si... En fait, j'ai envie... Enfin, je vais prendre sa défense. Mais de l'autre côté, je sais même pas si c'est prendre sa défense, en fait. Je m'explique. Le garçon m'a pas l'air bien conseillé, m'a pas l'air bien fufute. Donc c'est dans cette dimension-là, en fait, que je sais même pas si c'est prendre sa défense. Parce que, pour résumer, je peux pas en vouloir à un mec qui, l'année dernière, après 1 an à Reims, qui était en plus haché par des blessures, a accepté d'aller au PSG de la MNM, où quand les 3 de devant sont là, tu sautes, tu as 5 minutes au grand maximum d'entrée en jeu, peu importe ta dynamique sur les matchs précédents. Donc déjà, rien que ce choix l'année dernière de nous rejoindre, si on le prend avec de la hauteur, c'était un mauvais choix de la part du joueur, de ses conseillers, qui pouvaient se développer ailleurs, dans un environnement plus sain. Il avait la Première Ligue, par exemple. Donc je ne peux pas en vouloir à un joueur qui a fait ce choix l'année dernière. Parce que, à ce moment-là, on savait qui on recrutait. Un mec qui a préféré signer dans le PSG de la MNM plutôt que d'aller se développer dans un autre club. Second point, je ne peux pas en vouloir au mec qui signe un tel contrat l'année dernière. Je préfère m'acharner sur ceux qui le rédigent, sur ceux qui le proposent, ce contrat à 7,5 millions. En fait, c'est un contrat qu'il ne peut signer nulle part ailleurs, si ce n'est en Angleterre. Et c'est là le gros problème avec Ekitike, bien évidemment. Donc je peux que en vouloir aux Campos,
aux mecs qui ont validé, parce que Campos, évidemment, n'a pas les mains libres. Hein. Il a des supérieurs hiérarchiques, Nasser, comme d'autres, par exemple, qui ont validé ce dossier. Voilà. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Ekitike refuse Francfort 3 fois. Bon, alors, pour Francfort, on peut leur taper dessus eux aussi. Hein. Ils les refusent 2 premières fois, et ils continuent à faire une 3e offre à 2 heures de la clôture du mercato en Allemagne. Les gars, ils vous refusent 2 fois, essayez de passer à autre chose, quoi. Essayez d'aller voir d'autres pistes. C'est un peu du foutage de gueule de s'acharner sur Hugo Ekitike comme si c'était la solution miracle. Hein. Je rappelle quand même que c'est un joueur, parce que le pire, c'est que l'année dernière, il signe au PSG, pas de problème. Mais on parle d'un joueur qui n'est même pas terminé en matière de profil. Tu sais pas trop quel genre de joueur c'est. C'est-à-dire que tu demandes à 100 personnes quel est le profil d'Ekitike, tu auras 100 réponses différentes. Tellement c'est difficile aujourd'hui de savoir quelle est sa personnalité tactique, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Ensuite, il avait d'autres offres. Il avait d'autres offres en Angleterre, West Ham, Crystal Palace, où en matière de salaire, bien évidemment, c'était beaucoup mieux qu'à Francfort, et je pense que c'était quasiment voir ce qu'il touchait en fait au PSG. Et là-dessus, alors si on parle objectivement, Francfort, la Bundesliga, c'est super pour se développer. Parce que là-bas, les Allemands ont une patience, mais complètement inédite. Hein. Alors, en matière de travail, de rigueur de travail, pour se développer, c'est super parce que les mecs te mettent au diapason. Le grand public est très patient, te laisse ton temps, à la différence des supporters parisiens, et même des Anglais, j'ai envie de dire. Hein. Les Anglais, voilà, n'oubliez pas, l'année dernière, Darwin Núñez qui se fait massacrer par les supporters de Liverpool dès les premiers matchs amicaux, quoi. Voilà. Donc évidemment, si on prend du recul, pour le joueur, la solution idéale, en matière de plan de carrière, ça aurait été Francfort. Mais de l'autre côté, déjà si je me mets à la place du joueur, quand je vois ce que Francfort fait à Colomani sur ce mercato, j'ai pas très envie de signer un contrat de 5 ans là-bas. À un moment donné, les mecs, faut se mettre à la place des joueurs. Hein. Colomani, je suis pas sûr qu'il a fait la pub de Francfort auprès d'Ekitike, tu vois. Quand je vois tout le cirque que ça a été, bon, je me dis, est-ce que ça vaut le coup d'aller signer 5 ans là-bas si c'est pour que derrière, ils me retiennent? Et maintenant, bien sûr que les supporters comptent leurs sous, les gars. Bien sûr que jouer avec un salaire divisé par 2 ou avec une baisse de 25%, bien sûr que ça les embête. Bien sûr qu'Ekitike préfère aller en Angleterre où il a un cadre de vie un peu mieux qu'à Francfort parce qu'Ekitike est un jeune de 21 ans qui vit pour les stories Instagram, voilà, qui préfère aller avec Olysée et Eze, je sais pas comment on prononce, mince, j'ai complètement zappé, à Crystal Palace, enfin vous voyez à qui je fais référence, voilà, Crystal Palace, club du sud de Londres où tu peux t'éclater, Londres, une ville branchée où tu peux faire des stories, où tu peux DM des nanas, les gars, à un moment donné c'est une réalité, le mec qui vit avec son temps, il a 21 ans, et puis surtout c'est un footballeur, à un moment donné les gars, on va parler crûment, les footballeurs, évidemment qui comptent leurs sous, d'abord parce que c'est leur métier, et je pense qu'on ne peut pas leur en vouloir. Voilà, les mecs qui nous disent « Moi, moi, à la place d'Ekitike, je serais allé à Francfort avec moins de salaire. » Oh, c'est quoi ces donneurs de leçons, là? Les gars, j'aimerais bien vous voir à leur place. J'aimerais bien vous voir à leur place. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Si les mecs ont envie de faire leur oseille et pas baisser leur salaire, c'est leur problème. Ils ont un contrat de 5 ans au PSG à 7,5 millions. À un moment donné, s'ils ont l'opportunité d'avoir la même chose en Angleterre et donc refusent l'Allemagne où ils seront payés moins, je les comprends en fait. Moi, Ekitike, j'ai envie de prendre sa défense un petit peu sur tout ça, voilà. Et puis derrière, le PSG refuse de le prêter en Angleterre, donc au final, le joueur reste. Ce que je comprends pas trop, parce que il reste 4 ans de contrat à Ekitike au PSG. Tu peux très bien le prêter. De toute façon, en matière de performance et de temps de jeu, peu importe où il va, ça ne peut pas être pire qu'au PSG. Voilà. Son temps de jeu ne peut pas être aussi famélique que celui qu'il aura au PSG, et ses performances, pareil. Donc forcément, le joueur sera valorisé en sortie de prêt, et tu pourras le revendre derrière l'année prochaine. Tu as tout ton temps pour le vendre, il a 21 ans, il lui reste 4 ans de contrat. Pourquoi tu refuses de le prêter? Voilà. Pourquoi tu le refuses de... Et encore une fois, la direction a agi par pur ego, parce que dans les médias, j'ai vraiment pas aimé, quoi. Tout de suite, il y a un Gus au sein du club, qui s'est amusé à faire filtrer dans les médias que Nasser est entré dans une colère noire, qu'il en veut à Ekitike et son clan pour avoir fait capoter le deal de Colomani. Eh les gars, le deal Colomani, fallait le boucler beaucoup plus tôt, fallait pas vous réveiller le dernier jour du mercato à un moment donné. Il a refusé 2 offres en 15 jours. Tu veux quoi de plus?
Tu la connaissais, la volonté du joueur. Fallait s'exciter sur lui avant. Et en plus, t'avais les offres pour le faire partir. West Ham qui propose un prêt payant de 5 millions d'euros plus 30 millions d'options d'achat, c'est quand même exceptionnel. Tu fais de la plus-value dessus. Tu fais une plus-value sur Ekitike, qui te sort une saison cataclysmique l'année dernière. Je sais pas si on se rend compte. Et donc le PSG qui entretient un petit peu toute cette haine dans les médias, qui s'acharne sur un joueur de 21 ans, à nous dire oui, c'est lui qui fait capoter le deal. Alors à un moment donné, ça nous disait, le PSG doit vendre absolument Ekitike pour pouvoir faire Colomani. En gros, la clé c'était Ekitike. Enfin, j'aime pas trop ces manières de faire, là, d'utiliser les médias pour mettre la pression sur un joueur. Bon bref, je m'acharne peut-être sur quelque chose qui n'en vaut sûrement pas la peine. Bonne journée à tous les gars, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. On va attendre les dossiers Verratti, Draxler et tout ça, qui semblent en très bonne voie, je sais pas si c'est le mot, en très mauvaise voie, puisqu'ils devraient se boucler. Alors pour Draxler évidemment c'est une bonne nouvelle, mais pour Verratti, bien moins. Bonne journée, bon week-end à tous. On se retrouve demain pour le débrief du match contre Lyon, bien sûr, qu'on attend avec impatience. Et ce mercato qu'on va aussi débriefer plus en profondeur, je pense, lundi. Ciao les amis, prenez soin de vous.